Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans les titres, le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES s'est ouvert aujourd'hui à Cotonou. 200 candidats venus de plusieurs pays africains y prennent part. Depuis plusieurs semaines, le préfet du littoral est aux trousses des travailleuses de CESS sur son territoire. Un acte diversement apprécié dans l'opinion publique. Dans cette édition, vous suivrez les dispositions juridiques en la matière. Et puis, hors de nos frontières, il y a un an, le Premier ministre éthiopien décidait de mener une guerre dans la région de Tigré. Aujourd'hui, la situation est très incertaine. Les forces du Tigré se rapprochent de la capitale. Une enquête de l'ONU dévoilée hier parle d'une brutalité extrême avec de possibles crimes de guerre. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Cotonou abrite dès aujourd'hui et ce jusqu'au 17 prochain le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. 200 candidats venus de plusieurs pays africains, notamment des maîtres assistants CAMES, prennent part à cette compétition. Une fois admis, ils seront des maîtres de conférences agrégés du CAMES. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale représentant le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. On l'écoute au micro de Clémence Tonokwa. Ce concours nous permet, pays membres du CAMES, d'avoir un vivier d'excellence pour notre système universitaire. En effet, les défis économiques, sociaux et culturels de notre monde interconnecté et concurrentiel rendent encore plus nécessaire un système universitaire performant, avec des esprits fins, structurés, imaginatifs, inventifs et au service de leur métier. Conscient de la nécessité d'un système universitaire performant, le Bénin a procédé, il y a encore seulement quelques semaines, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, à la rénovation de la gouvernance universitaire et du statut des enseignants-chercheurs. C'est donc naturellement que le Bénin a accepté d'abriter cette 20e session du concours d'agrégation pour la sélection des meilleurs en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. C'est dès lors de la sélection de ceux qui auront le devoir d'éduquer et de former les esprits de nos enfants, de la jeune génération dans ces domaines qu'il s'agit. La responsabilité est donc immense pour les jurys dont les membres ont été choisis avec grand soin par les instances du CAMES. Mesdames et messieurs, le concours d'agrégation est un vrai marathon parsemé de multiples que sont la sous-admissibilité, l'admissibilité et enfin l'admission. Après une longue et fébrile attente, je voudrais recommander aux candidates et aux candidats de se surpasser avec patience et ténacité pour franchir ces différents obstacles. Dans le même registre, les concours d'entrée dans les lycées techniques agricoles se déroulent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit du concours de niveau 1 ouvert aux candidats titulaires du CEP âgés de 13 à 17 ans et celui du niveau 2 ouvert aux candidats âgés de 14 à 20 ans. Ces derniers candidats sont titulaires soit du BEPC, soit du BEAT, brevet d'études agricoles tropicales. Pour les concours, un engouement notoire est observé, ce qui cadre bien avec les ambitions du gouvernement en matière de formation technique dans le domaine agricole et dans les lycées techniques agricoles. En témoigne d'ailleurs l'effectif des candidatures de cette année qui a connu une augmentation de 45%. Communément appelé le plus vieux métier du monde, le travail de cesse est généralement mal perçu par la société béninoise. Depuis quelques jours, le préfet du littoral, Alain Ouroula, a démarré une opération de déguerpissement des centres dédiés à cette activité. Pour comprendre les dispositions juridiques en la matière, nous avons interrogé un juriste. Suivez les propos de Julio Tometti. Il est au micro de Clémence Tonokwa.
le fait de donner du plaisir sexuel contre rémunération. L'état actuel de notre législation, la chose n'est pas interdite expressément. Il y a un certain nombre d'éléments autour qui sont plutôt interdits, que sont par exemple la prostitution forcée, c'est-à-dire le fait de contraindre quelqu'un à la prostitution. La prostitution d'enfants, c'est-à-dire toute personne n'ayant pas 18 ans. Et il y a aussi, comment dire, l'acte de prosélytisme, qui est le commerce autour de la prostitution. C'est-à-dire quoi? Peut-être quelqu'un qui, comment dire, a à sa disposition un certain nombre de personnes et qu'il fait faire des actes de prostitution contre rémunération, donc, et gagne, d'accord, au travers de l'activité de prostitution de ces personnes-là. Donc, ce sont ces trois aspects de la chose qui sont à l'état actuel de notre législation, plus précisément de notre code pénal réprimé par la loi. La prostitution en elle-même, le code, la loi ne l'ayant pas interdit, donc tout ce qui n'est pas interdit est permis ou toléré. La première descente du préfet dans la zone de Zongo et autres, on pourrait peut-être, au-delà de l'acte de prostitution, on pourrait peut-être qualifier, peut-être, il pourrait avoir poursuivi peut-être un acte d'atteinte à la pudeur. Parce que quand vous voyez comment ces gens-là sont habillés au bord des voies, lorsque vous passez, forcément, ça vous interpelle. C'est vrai que c'est la nuit, mais ça ne demeure pas moins qu'il peut s'agir d'une atteinte à la pudeur. Encore qu'il y a récemment, les autorités policières ont fait passer un communiqué, il y a un communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux par rapport au fait d'habillement qui pourrait être, comment dire, qu'il pourrait réprimer. Donc on peut mettre ça sur ce coup-là. La dernière descente, celle d'hier, a révélé aussi autre chose. Il se fait que lors de cette descente-là, on y a retrouvé dans ces lieux des mineurs. Donc ça entre en ligne, ça veut dire que c'est la prostitution de mineurs qui est une infraction. Il se fait qu'il y a un centre qui a été identifié comme un centre appartenant à un individu qui amène peut-être ces filles ou ces femmes-là, qui les loge et sur la base de leur activité, lui, il a des revenus. On peut aussi qualifier, interpréter ça comme un acte de prosélytisme, donc toute chose qui pourrait justifier la descente du préfet. En image, le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec le ministère de la Santé, a initié avec l'appui du BIT une formation sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la santé. C'était hier à Cotonou. L'objectif poursuivi est le renforcement des capacités des travailleurs de la santé sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le contexte de la pandémie du Covid-19 à travers la maîtrise de la démarche Healthwise et de la liste d'actions Covid-19. Ce journal se poursuit sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Le Conseil des ministres s'est réuni hier au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises, telles que les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de nombreux ministères. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongwich. Les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères ci-après: travail et fonction publique, agriculture, élevage et pêche, énergie, cadre de vie et développement durable, défense nationale, petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi, affaires étrangères et coopération, intérieur et sécurité publique, enseignement secondaire, technique et formation professionnelle, enseignement maternel et primaire, santé, affaires sociales et microfinances, infrastructures et transports, puis justice et législation. Ont été par ailleurs adoptés les décrets portant organisation générale des forces armées béninoises et organisation du commandement dans les dites forces, attribution, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des forces armées béninoises, nomination de membres au sein des conseils d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune et de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Et puis enfin, au chapitre des communications, les travaux de revêtement des parcs de l'esplanade des Amazones, de la place de l'Indépendance,
du champ de foire sud, du jardin de Mathieu et aménagement paysager. Ces travaux confortatifs de revêtement sont réalisés pour les esplanades avec des carreaux grès cérame et pour les parcs avec des plaques de béton fibré couvrant leurs allées. En ce qui concerne les aménagements paysagers, c'est le secteur 1B du boulevard de la Marina et l'esplanade des Amazones qui sont impactés. Au regard des impératifs de livraison dans le délai prescrit, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés spécialisées, puis instruit les ministres dont relèvent les chantiers de veiller à leur bonne exécution. Dans le cadre de sa tournée statutaire, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, a effectué mardi une visite dans la commune de Ouida. Objectif, échanger avec toutes les forces vives de la commune sur les diverses préoccupations entrant dans le cadre du développement. Aristide Setti pour les détails. Le préfet du département de l'Atlantique a foulé le sol de la cité d'Ekpassé ce 2 novembre. Les raisons sont claires. Sacrifiant à la tradition, nous voici donc ensemble de nouveau au désormais classique rendez-vous annuel d'appréciation et de reconfiguration du vivre ensemble de gestion administrative territoriale dans le cadre de la tournée départementale en lieu du préfet. Ainsi, dans une pédagogie d'approche participative, Jean-Claude Kodja a passé en revue les grands projets en cours dans le pays pour soulager les populations en général. Abordant les autres défis, il s'impose d'accompagner, comme il se doit, la mise en œuvre de maintes autres réformes salutaires, révolutionnaires, telles que celles relatives au secteur agricole et induisant la création d'une trentaine de lycées agricoles, dont 3 dans notre département, respectivement à Alada, Komassé et Zé. Outre l'implantation de centres d'expérimentation agricole et la mise en formation de plusieurs enseignants dans différents domaines du secteur. De même, il convient de mentionner la création de l'Institut national de la femme, nouvelle version, avec bien des innovations, comme je l'ai dit, favorables à une meilleure protection et promotion de la femme, état de choses sous-tendu par un cadre juridique plus cohérent et plus adapté aux nouvelles dynamiques sociales. Il importe également de rappeler la promulgation de la loi sur la protection de la santé des personnes. Le maire de Ouida, se référant aux plaintes et doléances quotidiennes de ses administrés, a sollicité l'aide de l'État central, notamment pour la résolution des problèmes fonciers. Les questions de conflits frontaliers perdurent toujours entre notre commune et certaines communes limitrophes, notamment la commune de Calavi. Le cas le plus intriguant est celui du village de Selou-Libazumpa, confirmé comme relevant de Ouida par la loi 2013-05, mais malheureusement contesté par la commune de Abomey-Calavi. Godomé continue cependant de revendiquer sa compétence territoriale sur une prétendue localité de Selou-Lifandji, non reconnue par la loi, citée et située pourtant au cœur du village de Selou-Libazumpa, dont elle relève. Monsieur le préfet, je voudrais également évoquer l'affaire Haro. Il nous souviendra que le chef d'État a pris à l'issue de la séance du Conseil des ministres du 25 avril 2018 le décret portant déclaration du titre public du domaine objet du litige. Les travaux de la commission interministérielle mis sur pied par le ministre de l'Économie et des Finances pour conduire le processus d'expropriation et prendre l'arrêté de cessibilité n'ont pas vraiment avancé et les populations touchées ne savent concrètement plus à quel tient. Avec le soutien de sa délégation composée des chefs de service des différents secteurs, le préfet a promis de satisfaire les préoccupations des populations. Cette tournée statutaire du préfet de l'Atlantique va prendre fin le lundi 15 novembre prochain par la commune d'Abomey-Calavi. Actualité en dehors du Bénin, il y a un an, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed décide de mener une guerre dans la région du Tigré. Le début d'un conflit, une brutalité extrême avec de possibles crimes de guerre selon une enquête de l'ONU dévoilée hier. Et aujourd'hui, la situation est très incertaine. Les forces du Tigré se rapprochent de la capitale. Le pouvoir a décrété hier l'état d'urgence
d'urgence. Retour sur cette année de conflit avec nos confrères de RT France. Meurtrier, dévastateur, brutal, les adjectifs ne manquent pas pour décrire ce conflit qui n'en finit plus. Deux camps majeurs s'opposent depuis plus d'un an, le TPLF tigréen et les forces gouvernementales. Le Front de libération du peuple du Tigré est un ancien mouvement de rébellion né dans les années 70 pour défendre les intérêts de la population tigréenne dans le nord du pays face à l'ethnie dominante des Amaras. Le mouvement se transforme peu à peu en parti politique et accède au pouvoir au début des années 90. Pendant 30 ans, il dirige le pays jusqu'à l'accession au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018. Le TPLF refuse de se soumettre au pouvoir central et se replie alors sur le Tigré. C'est de là que part le conflit. Addis Abeba envoie ses troupes pour arrêter les leaders du TPLF et reprendre le contrôle de cette région. En réponse, une milice armée est alors créée, les forces de défense du Tigré. Le 4 novembre 2020, le Premier ministre éthiopien lance une opération militaire contre ces autorités régionales. Il les accuse d'avoir orchestré des attaques sur deux bases de l'armée fédérale. Nos forces de défense nationale ont été attaquées de dos ce soir, alors qu'elles gardaient un œil sur le côté pour défendre la nation. Les forces qui ont trahi l'Éthiopie ont attaqué les troupes des forces de défense alors qu'elles dormaient au camp et dans la ville de Mekele. Cet acte honteux sera évité une fois pour toutes grâce aux efforts conjoints du peuple éthiopien et du ministère de la Défense. En 3 semaines de combats acharnés, les forces gouvernementales parviennent à prendre le contrôle de la capitale régionale, Mekele. Mais cette intervention s'accompagne de nombreuses violences contre les civils, voire de crimes de guerre pour certains. Amnesty International accuse ainsi les troupes impliquées d'avoir violé des centaines de femmes et filles, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilation. Les forces gouvernementales et les milices ont commis des attaques systématiques contre les femmes et les filles, y compris donc les mineurs, dès les premiers jours de leur arrivée au Tigré et tout au long du conflit. Ce sont des viols de masse, cela signifie que les femmes sont violées par plusieurs hommes durant plusieurs jours. Certaines sont retenues comme esclaves sexuelles pendant des semaines, pendant lesquelles elles sont violées chaque jour. Un conflit qui s'enlise pendant des mois. En juin 2021, dans un spectaculaire retournement de situation, les rebelles reprennent Mekele et d'autres territoires à la suite d'une contre-offensive d'ampleur. TPLF affirme que la lutte va s'intensifier jusqu'au départ des ennemis de la région, malgré un cessez-le-feu décrété par le gouvernement. L'ONU s'alarme alors sur la situation humanitaire catastrophique au sein du pays. Selon les Nations Unies, plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de famine au Tigré durant cet été. La région reste sous un blocus de facto de l'aide humanitaire, où l'accès pour acheminer une aide humanitaire vitale continue d'être extrêmement restreint. Sans la possibilité d'apporter des quantités suffisantes et importantes de fournitures humanitaires, d'argent et de carburant, la situation humanitaire dans le nord de l'Éthiopie va s'aggraver considérablement, en particulier dans la région du Tigré. D'autres acteurs participent à ce drame humanitaire, notamment l'Érythrée. Ce pays qui jouxte le Tigré est allié aux forces gouvernementales éthiopiennes dans ce conflit. L'intervention de l'armée érythréenne, longtemps niée par le Premier ministre éthiopien, a été accompagnée d'atrocités imputées à ses soldats. L'ONU, comme Amnesty International, constate aujourd'hui des crimes de guerre en Éthiopie. Un rapport cinglant rendu public cette semaine, le lendemain de la déclaration de l'état d'urgence, sur tout le territoire national. Elle accuse toutes les parties. Nous avons raisonnable pour croire que, durant cette période, toutes les parties impliquées dans le conflit du Tigré ont commis des violations du droit international des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit des réfugiés. Certaines de ces violations peuvent être assimilées à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Les civils du Tigré ont été soumis à des violences et des souffrances brutales. À l'heure actuelle, les conclusions de ce rapport ne permettent pas de servir de base à une action en justice, mais interpellent sur le drame qui se déroule sous les yeux du monde et qui ne trouve pour le moment aucune issue. La situation entre la France et le Royaume-Uni sur la pêche continue. Si aucun accord n'est trouvé, la France menace d'interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison. Boris Johnson, lui, pourrait réclamer des compensations. La précision. Toutes les options sont sur la table. Déclaration de Gabriel Attal concernant les futures sanctions que la France souhaite appliquer au Royaume-Uni sur le dossier de la pêche post-Brexit. Depuis l'entretien ce week-end
entre Emmanuel Macron et Boris Johnson en marge du G20. Les discussions se poursuivent entre les deux parties sur le dossier. La France, qui souhaite, je cite, donner une chance à ces discussions, a repoussé la date à laquelle elle envisageait d'appliquer des sanctions au Royaume-Uni. Initialement, ces sanctions devaient entrer en vigueur avant-hier, mais aujourd'hui, une réunion est prévue entre David Frost, le secrétaire d'État chargé du Brexit, et son homologue français Clément Beaune. Pas de sanctions donc jusqu'à au moins aujourd'hui. Un report qui a été salué par les Britanniques, mais pour autant sur ce dossier, chacun continue de camper sur ses positions. D'un côté, la France entend défendre ses droits de pêche derrière chaque licence. Il y a une famille, il y a des familles. C'est ce qu'a expliqué la ministre de la Mer, Annick Girardin. Paris attend donc du Royaume-Uni qu'il respecte ses engagements post-Brexit sur le dossier de la pêche, a ajouté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. De l'autre côté, Boris Johnson a indiqué que la position du Royaume-Uni n'avait pas changé sur ce dossier lors d'une conférence de presse en marge de la COP26. Reste à savoir si la réunion d'aujourd'hui permettra de trouver une issue avant une réunion demain à la Commission européenne. Angela Merkel a fait ses adieux à la France. Elle a été chaleureusement applaudie hier en Bourgogne. Emmanuel Macron lui a remis les insignes de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Suivez plutôt. Comme pour sceller l'alliance qu'il entretient avec son allié historique, Emmanuel Macron a remis à son homologue allemande la Grande Croix, la distinction la plus élevée de la Légion d'honneur. Une décoration également décernée à ses prédécesseurs Helmut Kohl ou Willy Brandt, qui a été le point d'orgue de cette dernière visite officielle d'Angela Merkel en France. Dès le début du mandat d'Emmanuel Macron, les deux dirigeants ont affiché un projet européen commun. En juin 2017, ils avaient scellé un pacte d'alliance lors d'un sommet à Bruxelles, promettant une refonte de l'UE sur 10 ans. Une rencontre pendant laquelle le président français avait notamment présenté son projet de défense européenne. Une coopération franco-allemande qui n'allait pas de soi, entre un président français affichant sa volonté de disruption et une chancelière jugée plutôt conservatrice. Plus récemment, les deux chefs d'État avaient assumé leurs différends. Angela Merkel avait concédé des confrontations dans un entretien au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Bien sûr, nous avons des confrontations. Il existe des différences de mentalité entre nous et des différences dans notre compréhension des rôles. De son côté, le président français avait temporisé ses propos. Et moi, je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile. Je crois à la confrontation féconde. C'est-à-dire, on propose, on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis. Reste à savoir quelle sera la place d'Emmanuel Macron sur l'échiquier européen, maintenant que son allié la plus proche doit laisser sa place. Le président français pourrait récupérer le flambeau, mais cette fois sans la promesse d'un allié allemand solide. Car il n'est pas certain que le potentiel successeur d'Angela Merkel partagera les ambitions de la France sur le devant de la scène européenne. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.